Il faut que je parle un peu plus longuement du cannabis, qui est la drogue d'initiation. Je parlerai aussi de la cocaïne qui fait son entrée dans les écoles maintenant. Donc, je vais parler du cannabis, surtout de la façon dont agit le cannabis. Le cannabis contient une molécule, la molécule la plus efficace, c'est ce qu'on appelle le tétrahydrocannabinol delta 9, c'est-à-dire le THC. Cette molécule, c'est une molécule qui va se fixer directement dans le cerveau. De quelle façon? Eh bien, quand on fume un pétard, le THC entre dans la circulation sanguine. Or, c'est un produit qui ne se dissout pas dans les liquides. Donc, le sang, au niveau des poumons, va récupérer la molécule et va la transporter dans une partie du corps où elle va se fixer. Et le THC se fixe dans les graisses de l'organisme, c'est-à-dire dans le cerveau et dans les organes sexuels, surtout. Donc les conséquences vont se montrer à ces niveaux-là, quoi. Alors dans le cerveau, plusieurs centres sont touchés, en particulier le cervelet, qui est le centre de l'équilibre. C'est pour ça que quelqu'un qui a fumé des pétards, quelquefois, présente comme des signes d'ébriété, un petit peu comme l'alcool. Il ne marche pas très droit. Il y a aussi d'autres signes, il se fixe sur l'hippocampe. L'hippocampe, c'est le centre de la mémoire. C'est pour ça que les jeunes qui sont des consommateurs excessifs ont des problèmes, des troubles de la mémoire. Il se fixe aussi sur d'autres récepteurs, les récepteurs CB1. Bon, on entre dans des détails un petit peu techniques, hein, mais qui sont des centres d'organisation du raisonnement, de la pensée abstraite. C'est pour ça que les enfants, souvent la consommation qui commence en 4e ou en 3e, pendant 1 an, ça se passe bien. Puis quand on aborde la seconde, où on demande d'autres notions, c'est beaucoup plus conceptuel. On demande aux jeunes d'organiser sa pensée, de prévoir, de mémoriser. Et là, les difficultés scolaires apparaissent de façon flagrante à ce moment-là. Bon, sur le plan sexuel, bon, on peut développer, mais ce n'est peut-être pas le lieu ici. Les troubles du comportement, eh bien, ils sont là. Il faut savoir aussi que le cerveau d'un adolescent, c'est un cerveau qui, comme l'adolescent lui-même, est en devenir. Le cerveau, on croyait autrefois que le cerveau d'un enfant ou d'un adolescent, c'était le même cerveau que le cerveau d'un adulte, mais en réduction. Mais pas du tout. Lui aussi, il est en formation, le cerveau de l'ado. Et c'est ça qui est grave, parce que ces molécules modifient les connexions dans ce cerveau qui est en devenir. Et l'adolescent, quand il arrive à 17 ans, a un cerveau presque fini sur le plan, par exemple, des émotions. Mais les connexions ne sont pas faites. C'est un petit peu comme moi quand je me penche sur mon lecteur de DVD ou devant mon ordinateur qui a des tas de fonctions, je ne comprends rien. Ou un nouvel appareil photo. Il est complet, il est super cet appareil, mais moi je ne sais pas le faire marcher. Et l'adolescent, c'est pareil, il ne sait pas le faire marcher. Et le cannabis vient perturber tout cela, toutes ces fonctions-là. Alors, nous avons 2 catégories de personnes qui nous reprochent de ne parler que du cannabis. L'une des 2 catégories, c'est les usagers de drogue. Ce sont les fumeurs de pétards adultes, qui ne sont pas du tout notre cible. Nous nous en moquons. Personnellement, ça m'est égal. Ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Mais je ne veux pas qu'on touche aux enfants. Alors ils me disent, mais vous parlez du cannabis, vous ne parlez pas des autres produits. Je peux parler de la cocaïne, hein, qui commence à faire des ravages. Mais enfin, elle entre au collège pour l'instant, et quand elle y sera, et puis j'en parle aussi aux jeunes, j'en parlerai plus longuement. Je continuerai à parler du cannabis parce que c'est la drogue d'initiation et c'est celle qui, pour le moment, produit les troubles qui font que la scolarité échoue, l'absentéisme, etc. J'ai le cas d'élèves qui étaient extraordinaires en 3e. J'ai le cas en particulier d'une petite. Celle-ci, je l'ai connue au collège. Elle était excellente élève. La voilà en première S, en grosse difficulté. Quoi, ça va très vite. Et les sorties de collège en cours d'études, les sorties du système scolaire en général en cours d'études, les abandons, là, il faudra couper parce que
comment vous dire, l'absentéisme à l'école, vous ferez le recoupement là, hein, l'absentéisme à l'école, tout ça c'est lié à la consommation, une consommation excessive qui a basculé un jour, on ne s'en est pas aperçu, mais une consommation de cannabis. Alors comment voulez-vous, d'une part, banaliser une consommation occasionnelle, et tout d'un coup, mettre des mots et dire que c'est une catastrophe parce que la consommation devient excessive, on le voit parce que l'enfant s'aborde ses études. C'est avant qu'il faut réagir. Ça fera un truc comme... D'ailleurs, quand on s'adresse aux jeunes, ils savent très bien que c'est vrai. Ce que je raconte, c'est vrai. Ils le savent parce qu'ils ont des exemples autour d'eux. Ils ne sont pas dupes. Le piège, c'est qu'ils croient que ça ne leur arrivera pas à eux. Moi, c'est arrivé à mon fils et franchement, ce gamin-là, je pensais qu'il était assez fort pour résister à ce genre de dérive. Et il ne l'a pas été. Donc voilà. Les jeunes, quand je m'adresse à eux en leur disant tout ça, ils le savent parce qu'il y a des copains qui sont comme ça sur la touche. Et pour les raisons qu'ils connaissent. Donc l'aspect rigolard, l'aspect sympa du cannabis, ils connaissent, mais l'aspect perfide et pernicieux, ils connaissent aussi. Je n'ai jamais vu en classe un jeune qui me tenait tête ou qui me posait une question, qui m'agressait. Jamais. Il m'écoute avec beaucoup d'attention. J'ai été prof, je sais ce qu'est une classe. Mais quand j'arrive dans un collège, je prends 2 classes à la fois, d'élèves qui ne me connaissent pas, qui pourraient chahuter. Je prononce 10 mots et ça y est, ils sont tout oui, ils écoutent. Les parents, mais aussi les professeurs ne sont pas du tout au courant des méfaits du cannabis. Si bien que certaines fois dans certaines classes, il y a des comportements que les professeurs ne comprennent pas. L'absentéisme, tout d'un coup, je l'ai dit, la chute des résultats scolaires pour des élèves qui étaient de bons élèves jusque-là, mais aussi quelquefois la violence en classe. Et là, c'est ce qu'on appelle la violence cannabique. Donc l'enfant qui est sous cette consommation-là, lui, il est en classe, mais il n'est pas en classe, il est dans son monde déjà. Si le professeur s'approche de lui en parlant un peu fort, par exemple, lui se croit agressé et tout de suite, on arrive à un affrontement verbal et puis quelquefois physique. Enfin, on en a plein les journaux, quoi, de ce genre d'altercation entre élèves et profs, et les profs n'y comprennent pas grand-chose en général. Là aussi, je pense qu'il y aurait un effort à faire pour informer les professeurs. Donc nous rencontrons des parents. Moi, je suis une maman qui a subi ce genre de problème. Ça se passait il y a 20 ans. À l'époque, bien sûr, la drogue, c'était un phénomène marginal. Mais mon fils, c'est un précurseur. En tout cas, moi, j'ai eu la chance de pouvoir dire les choses et les écrire. Et bien sûr, quand il arrive quelque chose comme ça dans une famille, les parents, quand ils se rendent compte que la drogue est entrée chez eux, se culpabilisent, mais de façon constante. Donc, s'ils se droguent, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal. À quel moment me suis-je trompée? Donc, la pensée qui tourne en rond, la pensée qui cherche à quel moment de l'enfance on a dit, on a fait. Et ça, c'est très important de travailler avec les parents sur ce sentiment de culpabilité. Parce que je crois pouvoir dire que les parents que j'ai rencontrés, comme moi, nous avons essayé d'être de bons parents. Que nous ayons eu toujours raison, que nous ayons été d'excellents parents, c'est faux. Mais personne ne peut dire cela. Quoi que nous fassions, nous nous trompons quelquefois parce que nous sommes des êtres humains. Mais si nous avons fait notre chemin dans l'amour, eh bien, je crois que c'est ainsi. Et puis, l'enfant a suivi un chemin qui n'était pas le nôtre, n'a pas suivi les principes que nous l'avions inculqués. C'est ainsi, c'est le chemin de l'enfant. Et il me revient en mémoire toujours ce poème de Khalil Gibran, ce poète libanais qui dit « Les enfants ne sont pas nos enfants, ce sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Nous sommes l'archer qui envoyons la flèche, et la flèche, elle a sa trajectoire elle-même. » Bien, nous ne sommes pas constamment derrière nos enfants. Le monde ambiant est là aussi et a son importance, et le groupe des copains. Tout cela pour dire que notre premier travail quand nous avons des parents en face de nous, c'est de tenter de les déculpabiliser.
Parce qu'il faut beaucoup travailler pour se retrouver après un séisme pareil. Donc nous, quand nous recevons des parents, nous travaillons avec eux sur ce sentiment de culpabilité, en leur disant « vous n'avez rien fait de mal, et puis même si vous aviez fait des fautes, ça c'est le passé, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Ensemble. Et nous essayons de dire et de répéter aux parents qui n'ont pas ce problème « vous avez de la chance, alors ne jugez pas les familles chez qui c'est arrivé. Ne les jugez pas parce qu'ils ont besoin de vous. Si ce sont vos amis, vous allez les aider. Ils ont besoin de votre amitié. » Pour moi, j'ai eu énormément de chance parce que mes amis ont toujours été là. Ils m'ont vu, ils ont vu ce que j'étais, quelle maman j'étais. Ils ont assisté à ce qui s'est passé chez nous, qui était quelquefois très douloureux, et ils m'ont toujours, toujours accompagnée. Donc, tous les adultes devraient s'informer. S'ils ne le font pas, il y a faute. Et ils ne sont pas à l'abri. Personne n'est à l'abri. Et si vous avez autour de vous des familles concernées par ce problème, aidez-les. Donc nous travaillons avec les enfants, comme je l'ai dit, mais aussi avec les parents. Et ce qui nous choque, ce qui nous surprend, je dis nous parce que nous, à l'association, nous sommes des bénévoles. Personnellement, j'interviens depuis 15 ans, bénévolement aussi. Nous sommes très surpris quand nous devons rencontrer les parents de voir le peu de parents qui viennent à nos réunions. Et nous nous demandons vraiment pourquoi. Bien pour la raison que j'ai dit tout à l'heure, parce que s'ils n'ont pas ce problème, eh bien, ils préfèrent ne pas en entendre parler. Mais ce n'est pas d'en parler qui le fera exister. Si le problème existe, il vaut mieux être informé. Et d'autre part, quand nous avons aidé des familles, que nous les avons accompagnées, parfois elles viennent avec nous témoigner. Et ces témoignages touchent les autres familles. Mais le plus souvent, quand le problème est réglé, eh bien, ces familles s'évanouissent dans la nature. Et ça, c'est très très dur pour nous parce que nous faisons un travail de fourmi, or nous avons besoin de l'aide de tout le monde. Il faut vraiment venir nous aider et que tous les parents s'unissent. C'est ainsi que nous viendrons peut-être à bout de ce problème, qui est un problème de société gravissime et qui va grandissant.